Bonjour et bienvenue pour cette 290e édition de J'irai lire des comics chez vous, l'émission qui vous parle de comics en version française. L'émission qui vous parle des dernières nouveautés parues chez les éditeurs mainstream et l'émission qui vous relate toutes les sorties de version française, en version française, de comics traduits en VF, et oui, disponibles partout, et notamment sur originalcomics.fr et dans notre boutique à Paris, qui est évidemment partenaire de cette émission, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Aujourd'hui, c'est le retour de l'apéro, puisque j'ai décidé de m'en servir une petite. Donc nous allons, entre chaque comics, boire une petite gorgée. Alors, le comics de la semaine... Oui, du mois. En fait, c'est une émission maintenant mensuelle, hein, j'ai remarqué, il y en a une par mois. Donc c'est plutôt pas mal, c'est un bon rythme, je peux pas faire mieux. C'est plutôt pas mal. C'est lui, c'est l'Omnibus, il était attendu, le voici, le voilà, le voilou. C'est un carton, vous le savez, j'en parle très régulièrement sur la chaîne. Gros succès sur originalcomics.fr, on va arriver à en passer plus de 300, enfin au moins 300, et après on va essayer d'en avoir de nouveaux. Pour le moment, il n'est plus dispo. Mais sait-on jamais, j'imagine que Panini prévoira des exemplaires, puisqu'il y a un tome 2 qui doit sortir, bien entendu. Alors, Spider-Man, la saga du clone Omnibus. Nouvelle édition, vous le savez, 3 volumes sont à paraître. La différence, c'est que maintenant, c'est un grand format. C'est le même format qu'un Deluxe. Vous voyez qu'on va parler après. On va parler de X-Men Blue. Et également... donc ça reprend la saga du clone, la fameuse saga du clone, série culte des années 90 qui se déroulait en transversal de toutes les séries Spider-Man. Il y avait Amazing Spider-Man, Web of Spider-Man, Spectacular Spider-Man et quoi d'autre, et Spider-Man, la série Spider-Man tout court, et oui. Donc c'était vraiment une série qui a animé Spider-Man. Le pitch est très simple. Le professeur Warren, Miles Warren, qui a cloné Gwen Stacy, parce qu'il est amoureux d'elle, et qui en veut beaucoup à Spider-Man, parce qu'il pense que c'est lui qui l'a tué, a aussi cloné Spider-Man. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? On a 2 Spider. Donc évidemment, c'est cette saga qui a forgé le culte, on va dire, de Spider-Man en tant que clone de Ben Reilly, évidemment, dont vous allez apprendre à faire la connaissance, et de Kane également, mais je vous en dis pas trop, et parce qu'il n'y a pas qu'un clone en fait, mais vous le découvrirez au fil des pages, et du fameux Scarlet Spider. 2 grands auteurs se sont attachés à ce projet, Howard Mackie évidemment, Terry Kavanagh, J.M. DeMatteis, qui étaient les scénaristes de l'époque, et des noms qui résonnent encore à nos oreilles comme Mark Bagley. Et oui, Mark Bagley était déjà à l'œuvre dans ces pages, des dessinateurs comme Rick Buckley, des dessinateurs comme Liam Sharp, et ouais, le Liam Sharp de Wonder Woman et Swamp Thing, eh bien, il dessinait déjà à l'époque. John Romita Jr. était déjà de la partie. Tom Lyle, dont on a appris qu'il était dans le coma, Tom Lyle. Ça, voilà, ça c'est Kane. Tom Lyle, qui est, lui, vous le savez, donc malheureusement n'est pas en grande forme, mais il a œuvré sur beaucoup d'épisodes. John Romita Jr., je vous en parlais. C'est fou de savoir que les noms d'il y a 25 ans sont toujours les grands noms d'aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui le seul moyen de lire la saga du clone, c'est de craquer pour cet omnibus. Alors c'est vrai que ça a fait couler beaucoup d'encre sur le web, c'est vrai que ça a gueulé dans tous les sens, à tort ou à raison, et souvent à raison. Et l'important c'est quoi? C'est qu'il soit là. Maintenant, c'est l'avantage des comics, c'est qu'on n'est pas obligé d'acheter et qu'on n'est pas obligé de lire si on n'est pas d'accord. Et on peut toujours boycotter dans son coin tel ou tel titre. Et vous êtes très nombreux quand même à craquer parce que comme moi, moi je l'ai pris par exemple. Je n'avais pas la saga du clone et donc du coup maintenant je l'ai. Voilà. Donc c'est vraiment le titre à ne rater sous aucun prétexte, bien entendu. Et c'est le titre de la semaine. C'est le titre du mois et c'est l'incontournable, prenez-le tant qu'il en reste, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Alors, vous avez vu de quoi on allait parler après. On va parler de ça et de ça, 2 Deluxe qui sont sortis le même jour, coup sur coup. Il s'agit donc de la même époque des X-Men où il y a eu 2 séries en même temps, X-Men Blue et X-Men Gold. Alors évidemment le nom fait écho aux équipes de Jim Lee et Whilce Portacio dans les années 90, l'équipe Gold et l'équipe Blue qui étaient emmenées donc vous le savez donc par Jim Lee et Portacio. À l'époque c'était vraiment dingue, et quand Marvel a décidé après le crossover, vous savez, enfin l'événement de la guerre contre les Inhumains, X-Men contre Inhumans, eh bien ils ont lancé 2 séries très différentes. La première, c'est X-Men Blue. Attendez, j'ai oublié de boire un coup entre eux. Je dis ça parce que
J'avais un peu le séchon, comme on dit dans la Beauce. Et donc du coup, eh ben, j'avais soif quoi. Alors, X-Men Blue. X-Men Blue, c'est la suite des All New X-Men de Bendis et des All New, All Different X-Men. Enfin, c'est la même chose, mais c'est juste que Panini les avait appelés comme ça. De Dennis Hopeless et Mark Bagley. Moi, j'ai beaucoup aimé les épisodes de Bendis avec Stuart Timonen. Enfin, c'était vraiment très très bien. C'était vraiment très beau. Mahmoud Asrar au dessin. J'ai même des planches originales de Mahmoud Asrar. Je vais vous dire combien j'ai aimé ce run. J'ai vraiment aimé. J'ai pas du tout accroché à celui de Dennis Hopeless et Mark Bagley. Et j'avais donné sa chance à l'époque à ce titre. D'abord pour les couvertures d'Arthur Adams qui sont toutes reproduites à la fin. Et ça, c'est plutôt cool. Enfin, non, elles sont reproduites en cours d'épisode. En début de chaque... Parce que c'est chapitré les Deluxe maintenant, vous le savez. Vous êtes forcément au courant. Enfin voilà, je les trouve pas, mais elles y sont. Et c'est Cullen Bunn qui scénarise. Voilà, on voit là une deuxième. Voilà. Donc au départ, moi j'ai commencé à lire ces comics pour les couvertures d'Arthur Adams, dont je suis un très grand fan. Et puis j'ai bien aimé le début. Alors on m'a fait remarquer dans les commentaires d'une vidéo que j'ai fait sur les sorties X-Men de la semaine dernière. Ouais, tu nous as dit que c'était pas bien et maintenant tu nous dis que c'est bien pour nous vendre ta soupe. Non, c'est pas vrai. On va pas réécrire l'histoire parce que je déteste ça. Je sais ce que j'aime et je sais ce que je lis. Ça, j'ai trouvé ça sympa. Alors évidemment que les X-Men, il y a des niveaux de X-Men. Moi, je vous l'ai déjà dit dans 50 émissions, ce que j'aime dans les X-Men, c'est qu'il y a les meilleurs scénaristes et les meilleurs dessinateurs. Et ça vient d'être le cas avec Extermination. Vraiment, on a eu avec Extermination qui est... hop, je l'ai mis là. Extermination, on avait Ed Brisson au scénario et on avait Pepe Larraz au dessin. Et on avait aussi... on vient d'avoir en VO Ox et Pox, House of X et Power of Ten. Et ça, c'était très bon. Pareil, Pepe Larraz au dessin, Jonathan Hickman au scénario. Ça, c'est du top niveau. C'est comme quand il y a eu Whedon et Cassaday, quand il y a eu Grant Morrison et Quietly, quand il y a eu évidemment Chris Claremont, le génie, le fabuleux Chris Claremont. Eh bien, tout ça, ça a été pour des grandes périodes des X-Men. Et ben là, on n'est pas dans une grande période des X-Men, mais pour du X-Men tout venant, c'était bien. Et puis moi, j'ai trouvé sympathique ces jeunes X-Men, leur donner des aventures modernes, c'était plutôt sympa. Enfin voilà, j'ai plutôt apprécié ces épisodes, et surtout au début. Après, là, il y a les 12 premiers épisodes. Je ne vous cache pas qu'après, ça tire un peu en longueur. Et qu'on est content que ça se termine dans Extinction, voilà, qui est sorti en kiosque, en softcover, le mois dernier. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a plein de jeunes dessinateurs, Georges Molina, Ramon Bax. Il y a Matteo Buffani, que j'aime beaucoup. C'est lui qui dessine ça, Matteo Buffani. Il a fait du Daredevil également. Voilà, il y a plein de noms, plein de dessinateurs. Et c'est vraiment, cette série a de la fraîcheur. Et elle se lit très bien, voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais dire. L'autre série, X-Men Gold, je l'ai un peu moins aimé, pour tout vous dire, mais elle a des qualités, notamment son scénariste, Mark Guggenheim, qui a fait avec les moyens du bord. On lui a pas filé les meilleurs dessinateurs, Ken Lashley, qui a jamais été une grande star, Adrian Siaf avec la polémique, vous savez, où il avait rajouté des choses un peu antisémites, des graphes antisémites un peu partout, et on sentait que Marvel y allait à l'économie, parce qu'il n'avait pas encore récupéré le studio Fox, donc il voulait pas trop mettre de moyens sur les X-Men. Donc ça, c'est vraiment l'équipe classique, vous reconnaissez les héros, voici l'équipe qu'on retrouve dans le comics, mais je l'ai pris quand même parce que j'aime les X-Men. Voilà. Donc ça, c'est pas, ça restera pas dans l'histoire des X-Men, c'est sûr. Mais moi, je suis obligé de prendre tous les Deluxe, hein. Les X-Men Deluxe, je suis obligé. J'ai un contrat avec mon âme, avec moi-même, si vous voulez. Je suis un petit peu obligé. Donc voilà, donc privilégiez X-Men Blue et si vous avez envie de lire du X-Men, lisez les deux parce que c'est important et puis je crois qu'il y a un moment, il y a un crossover avec les deux, donc de toute façon les deux séries vont se rejoindre. Mais en tout cas, je suis très content que les X-Men soient de retour sur le devant de la scène et qu'il y ait des belles parutions. Alors, ce que j'ai pas compris, c'est que ça c'est sorti cette semaine et que la semaine dernière, il y a ça qui est sorti. Hop, c'est ça, regardez, les Avengers, et ils ont changé la tranche, le dos, on appelle ça le dos des Deluxe, et pourquoi ils l'osent... Enfin, je comprends pas. Honnêtement, j'ai pas compris. Mais je vais pas polémiquer là-dessus. Voilà, c'est ça dont je voulais vous parler. C'est les Avengers de Jonathan Hickman qui sont sortis en Deluxe. Les 11 premiers épisodes de la série qui date déjà, mon Dieu, de 2013. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai l'impression que c'était hier. Alors, pourquoi je me suis pris ça? Moi, je suis pas le plus grand fan des Avengers de la Terre. J'ai beaucoup aimé les Ultimates, il y a des bons arcs d'Avengers, mais bon, pour moi, c'est pas les héros principaux de chez Marvel, vous le savez, pour moi, c'est les X-Men, Spider-Man, les FF, enfin voilà. Et bien, les Avengers, j'ai voulu lire ça parce que j'ai lu House of X. Et que House of X, le 6e numéro d'House of X, qui est sorti en VO il y a une dizaine de jours maintenant,
putain, mais je l'ai lu 2 fois d'affilée, quoi, tellement j'ai aimé ça. J'ai fait, mais mon Dieu que c'est bon, quoi. Dieu que c'est bon, merci la vie, quoi. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument que je relise du Hickman, parce que j'avais un a priori sur Hickman, d'un scénariste verbeux qui écrit pour lui, pas pour les fans, d'un scénariste qui oublie l'essentiel, c'est-à-dire parler de, voilà, de rendre intelligible un comics et de rendre populaire. Et quand j'ai lu House of X, j'ai fait, putain, c'est un génie ce mec, putain, c'est un génie, c'est trop bien ce qu'il a fait, c'est trop bien, j'ai adoré lire House of X. C'est ok, c'est compliqué à lire, ça se lit pas comme un comics des années 80, mais Dieu que c'est bon. Et du coup, j'ai relu ça cette semaine, parce qu'en fait, je les avais lus en VO en 2013, mais j'avais un peu oublié. Et donc j'ai relu ça et waouh, plein de choses intéressantes. D'abord, graphiquement, c'est époustouflant. Hein. Jérôme Opena, Adam Kuert, Dustin Weaver, Mike Deodato Jr. Enfin, je veux dire, déjà au niveau des dessinateurs, c'est le plus que le haut du panier, quoi. C'est vraiment du très haut de gamme. Et puis, bah, c'est très bien, quoi. On parle souvent de Jonathan Hickman comme d'un architecte, hein. C'est-à-dire que il fait une grande map de ce qu'il veut raconter, et puis ben il injecte tout ce qu'il a à dire dedans. Et ben voilà, ça ne triche pas, c'est brillant, c'est bien écrit. C'est pas aussi bien que House of X, parce que House of X c'est son chef-d'œuvre pour moi, mais c'est très très bien. Et ça c'est disponible en Deluxe, c'est un Deluxe que je vous recommande, et je vais pas vous recommander du Avengers tous les jours. Alors toujours chez Panini, dernier titre, mais c'est pas vraiment du Marvel. C'est It Girl à Hollywood, avec une couverture absolument hideuse de Frank Avila. Je comprends pas pourquoi ils ont utilisé cette couverture, c'est un repoussoir, et si vous vous sentez repoussé, eh ben, vous avez raison, parce que c'est vraiment moche. Mais avant ça, buvons un coup. Vous avez vu, je me fais des grands verres, parce que j'ai très soif. Alors, It Girl à Hollywood, c'est quoi? C'est la saison 2 d'It Girl. En fait, Mark Millar a relancé It Girl. Alors, il faut savoir que Mark Millar a vendu Millar World à Netflix, et qu'il y a 2 séries qui sont en tournage. Il y a notamment Jupiter's Legacy, et Magic Order est en développement, je crois. Et il n'a pas vendu ni Kingsman, ni Kick-Ass, ni It Girl, parce que ça il les a gardés avec Matthew Vaughn. Il a créé une autre société qui s'appelle Dave Annexi, et il a gardé ces titres là, donc ça n'est pas chez Netflix, donc ça va continuer à faire des films. Il y a un Kingsman qui sort en début d'année, qui est un prequel notamment, et il doit encore en faire un film après. Et donc il a relancé en comics It Girl et Kick-Ass. Et It Girl, il y a eu déjà 3 premiers tomes, ils sont là. Hop, les voici, les voilà. Et il a décidé au bout de 12 numéros, de faire un relaunch, hein, parce qu'un numéro 1, ça se vend toujours mieux qu'un numéro 13. Et donc du coup, il a lancé It Girl à Hollywood, et il a laissé à Kevin Smith, le réalisateur de Clerks, Dogma, et du reboot de Jay et Silent Bob qui sort la semaine prochaine aux États-Unis, mais j'aime peut-être qu'un jour sur Netflix en France, mais pour le moment c'est pas gagné. Un scénariste que j'aime beaucoup, il a fait des épisodes de Supergirl, il a scénarisé le Daredevil de Quesada à l'époque de Marvel Knight. C'est quelqu'un que j'aime bien, même si ses derniers films étaient vraiment pourris. Tusk et compagnie, là, c'était affreux, Top Cop, c'était naze. Et j'aime bien parce que c'est quelqu'un a utilisé le mot vulgaire. Non, c'est pas vulgaire, c'est grossier, mais drôle. Il utilise des gros mots, mais c'est drôle. Et It Girl à Hollywood, c'est super cool parce que c'est super fun. Ça suit clairement la tendance MeToo, c'est-à-dire qu'en gros, tout ce qui est harcèlement à Hollywood, droit de cuissage, etc., bah, ça en prend pour son compte. C'est dessiné par Pernil Orum, et dans un dessin très cartoony, très fun. Et c'est très drôle parce que It Girl débarque à Hollywood pour arrêter le biopic qui doit être fait sur elle et son père, sur Big Daddy. Et c'est un peu le scénario de Jay et Silent Bob Strike Back, ou le scénario de Jay and Silent Bob Reboot, hein. Mais c'est pas grave parce que c'est drôle à chaque fois, et que Kevin Smith n'a jamais cessé de se renouveler dans son petit bocal, parce que c'est un peu toujours la même chose, mais c'est toujours très bon. Et donc du coup, on a une histoire détonnante, et une histoire vraiment très sympathique. Je vous le recommande vraiment. Alors, petite anecdote, l'info en plus, regardez, vous reconnaissez. L'info en plus, c'est que nos amis de chez... Kevin Smith devait faire le deuxième arc. Le deuxième arc qui s'appelle It Girl au Canada. C'est pas lui qui devait écrire It Girl au Canada, mais après It Girl en Colombie de Mark Millar, ça devait être Kevin Smith à partir du numéro 5 dans la première série. Et il a fait un arrêt cardiaque, il a failli mourir. Il n'est pas mort, Dieu merci.
Et du coup, ça a repoussé de plus d'1 an la sortie parce qu'il n'a pas pu écrire son truc, il a fallu qu'il se remette sur pied. Et depuis, il a même changé de vie puisqu'il a arrêté de bouffer du fast-food et qu'il a perdu, je sais plus, 50 kilos, enfin c'est un truc de dingue, 80 kilos, enfin il était vraiment costaud hein, au bout d'un moment. Et là, il continue à mincir et il est même ambassadeur Weight Watcher, WW comme on dit maintenant. Voilà, donc lisez, vraiment, si je vous conseille un seul titre de Hit Girl, c'est celui-là. Je sais que vous aimez l'univers d'Hit Girl et qui casse, mais celui-là il est très bon. Alors, le temps passe. Archer et Armstrong ont droit à une intégrale chez Bliss Comics. C'est bien de parler un peu des indépendants. Moi j'ai beaucoup aimé. Alors on a été partenaire de la sortie des nouvelles aventures d'Archer et Armstrong, dessinées notamment par David Lafuente. On avait même des comics signés de David Lafuente et Archer et Armstrong. Avant ça, en fait, il faut savoir que l'univers Vaillant, ok, il a été relancé il y a moins de 10 ans, mais il existait déjà dans les années 90. Et que dans les années 90, Vaillant avait embauché des gens comme Barry Windsor Smith. Barry Windsor Smith, c'est le dessinateur de Wolverine. Weapon X par exemple, et puis il avait fait des épisodes des X-Men complètement cultes, et surtout il avait fait du Conan qui est ressorti en intégrale chez Panini avec sa petite dose de polémique. Également quant au prix, évidemment 192 pages pour 35 €, ça a fait grincer les dents. Et ben Barry Windsor Smith, il a été embauché dans les années 90 pour scénariser et dessiner une série sur Archer et Armstrong. Donc en fait c'est un peu l'âge d'or de Archer et Armstrong par un très grand, et c'est en intégrale chez Bliss Comics. C'est quand même la super classe, et ça je vous le recommande parce que d'abord c'est un trésor des comics, un véritable trésor. Si vous aimez Archer et Armstrong version moderne, vous allez adorer cette version classique, et c'est brillant, c'est magnifique. Enfin, chaque page est un tableau. C'est du grand Barry Windsor Smith, quoi. C'est vraiment presque l'œuvre de sa vie, quoi, avec ce qu'il a fait chez Marvel et ailleurs. Mais ça c'est absolument à lire. Voilà, donc je vous invite vraiment à lire Archer et Armstrong, c'est vraiment absolument incontournable. Alors, on va passer la seconde parce que ça va couper au bout de 22 minutes. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ? Ressorti dans le Black Label de Joker, parce que le film est sorti, cartonne, il en a 500 millions de dollars dans le monde, c'est dingue. Ressorti de Joker, de Lee Bermejo et Brian Azzarello, avant la sortie de Batman Damned dans quelques jours, et ça va être dingue. Donc ça, si vous ne l'avez pas craqué pour cette réédition. Ressorti, mais il est déjà plus disponible, de Killing Joke d'Alan Moore, le chef-d'œuvre d'Alan Moore, ressorti, mais ça c'est plus dispo nulle part parce que ça a cartonné, ils en ont pas fait assez, avec la version avec les nouvelles couleurs, la version avec les anciennes couleurs, hop voilà, les couleurs qui flashent, les couleurs qui piquent de l'époque, et le script d'Alan Moore. Voilà, c'était une super édition, je suis content d'en avoir chopé un parce que ça va être très très rare. Mais si, il faut absolument lire la version normale de Killing Joke, en plus ça coûte pas cher, c'est moins de, je crois que c'est 13 €. Killing Joke, faut le dire, c'est le chef-d'œuvre absolu d'Alan Moore, et c'est vraiment un truc incontournable à mes yeux. Voilà, ça c'est vraiment à lire et à découvrir. Ne vous privez pas de ce truc. Donc voilà, il n'y a plus que cette édition là qui est disponible. Donc si vous voulez en savoir plus sur le Joker, il faut lire ça et ça pour moi. Pour moi, c'est les deux titres à lire autour du Joker, parce que le film cartonne et c'est aussi le moment de lire des comics. Ça va revenir, c'est en rupture passagère, mais ça revient. L'anthologie Batman 80 ans, on en a parlé en long et large et en travers, je voulais vous le signaler, mais ça revient. Si vous l'avez précommandé, vous allez le recevoir. Un peu de patience, parce que je crois que ça était victime de son succès, une fois n'est pas coutume. Et chez Urban, je vous recommande également, ça c'est un super titre, dans la collection Rebirth, c'est les Teen Titans Rebirth. Le titre c'est Damian, ce petit génie. C'est donc la version Rebirth, avec évidemment Benjamin Percy au scénario, le fabuleux John Bonmeyer au dessin. J'adore John Bonmeyer. Ils auraient dû prendre une couverture de John Bonmeyer. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas pris cette couverture qui est beaucoup plus iconique, un dessin fabuleux, inspiré. Regardez ces pages comme c'est super chouette. Voilà, c'est vraiment un album incontournable, et je vous le recommande parce que je vous recommande pas tous les jours des Teen Titans. Dans la dernière émission, je vous ai parlé des Teen Titans de Georges Pérez et Marvel Fan, qui sont également des cultes et des classiques. Mais là, pour le coup, nous sommes sur du très très bon. Voilà pour aujourd'hui. On va se quitter calmement. Pas mal de choses, comme vous pouvez le voir, pas mal de comics, et je vous le dis, vraiment une actualité bouillante et chaude avec cet omnibus qu'il ne faut rater sous aucun prétexte. La saga du clone est enfin rééditée. Ça faisait
Plus de 10 ans qu'on attendait ça, elle est enfin là, ne passez pas à côté. Voilà, c'est disponible sur originalcomics.fr. Voilà, oula, qu'est-ce que j'ai fait? Salut!